Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Il y a une dizaine d'années, Alice découvre l'Italie alors qu'elle suit son compagnon de l'époque. Tout de suite, elle perçoit que l'atmosphère chaleureuse et l'accueil à l'italienne peuvent la rendre heureuse. Ensemble, on retrace ses premiers jours italiens, les cours de langue intensifs et ses premiers jobs. Alice revient sur la douceur de vivre à l'italienne qu'elle apprend au fil des années à maîtriser, même si vous le verrez très vite, c'est une femme, mère et entrepreneuse qui vit à 1000 à l'heure. Nous en profitons pour échanger sur la vie de maman d'enfants bilingues et sur l'entrepreneuriat dans son pays d'adoption. Enfin, nous reviendrons aussi sur le concept des fugues italiennes qu'Alice a créé quand elle a ressenti le besoin de reconnecter avec elle-même. Elle propose désormais des séjours italiens de quelques jours aux femmes qui ont besoin de prendre du recul et se recentrer sur elles-mêmes en leur faisant découvrir la slow life et l'art de vivre à l'italienne. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de la solaire Alice. Salut Alice. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Alors déjà parce qu'on a eu beaucoup d'aléas techniques. Et des aussi petites aventures. C'est ça. Et aussi parce qu'on va parler de l'Italie, un pays qui est cher à mon cœur. Et les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai fait 7 ans d'italien durant mon lycée et la fac. Donc Benissimo. Voilà, c'est le Facciamo petite tutto in anecdote. italiano allora. Je sais pas si j'ai encore le niveau que j'avais, mais on pourra peut-être tester. Alors, Très bien. on commence déjà par ta petite présentation. J'aimerais beaucoup que tu te présentes pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc, nous donner ton prénom, ton âge et d'où est-ce que tu viens en France et nous raconter un peu en 2-3 mots ce que tu fais dans la vie. Ouais, alors je suis Alice Chéron, j'ai 39 ans, je suis normande mais j'ai grandi dans le sud de la France, à Nice, j'y suis restée jusqu'à mes 20 ans. Et puis maintenant, je suis en Toscane, à Florence, depuis 12 ans. Quand même dingue, 12 ans, c'est passé en 2 secondes. J'ai 3 enfants, je suis mariée avec un Florentin, Andrea, qui est formidable. Et je me suis créé un travail ici, qui est vraiment un peu le travail de mes rêves. Alors ça a pris beaucoup de temps, il a fallu être très patiente, il y a eu plein d'étapes. Mais aujourd'hui, j'ai un média qui s'appelle alidifirenze.fr, qui est sur l'art de vivre et la joie de vivre à l'italienne pour un public francophone un petit peu chic, un peu curieux. J'organise des événements principalement pour les femmes qui s'appellent les fugues italiennes et qui sont basées sur les valeurs d'une vie italienne et qui sont plus des voyages d'introspection que de tourisme. J'ai un e-shop qui me permet de proposer tous les produits et objets qui sont en lien avec les thèmes que je défends, tu vois, dans tous mes projets. Et puis, pour finir, je suis journaliste voyage pour mon propre site, mais aussi pour la maison d'édition Gallimard. Ah, génial! Ça fait beaucoup de choses. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup, mais tout ça a été pensé pour fonctionner complètement ensemble. En fait, rien n'est séparé. Tout nourrit, tu vois, tout le système, quoi. C'est vraiment cool. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'origine de ta passion pour le voyage, l'ailleurs ? Alors, l'origine de ma passion, j'ai toujours voyagé. J'ai voyagé avec mes parents. J'ai toujours eu, tu vois, cette curiosité. On a fait des beaux voyages, mais je ne suis pas comme mon mari, par exemple, tu vois, qui a vraiment passé son enfance à faire des voyages que moi, je considérais extraordinaires. Tu vois, il a fait des pays très lointains. Je pense qu'il est parti au moins 3 fois en Australie. Moi, j'y ai jamais mis les pieds. Donc, j'ai un rapport au voyage qui est très lié à la culture des pays.
Ça, c'est un truc dont je me souviens, notamment, tu vois, l'Espagne, l'Italie avec mes parents, où on louait des appartements, donc on était en plus dans un rythme un peu, tu vois, de local, on n'était pas à l'hôtel. Et je me rappelle, tu sais, quand t'es adolescent, tu gardes que les souvenirs qui sont un peu sélectionnés, parce qu'il y a quelque chose, je pense, qui nous touche, tu vois, plus qu'un autre. Et du coup, j'ai ce souvenir, notamment à Rome, où on était allé une semaine, où on s'était trouvé une petite trattoria de quartier, et on avait mangé là absolument tous les soirs. Et c'était, tu vois, dans la répétition et le fait de retrouver l'adresse qu'on avait vraiment aussi accroché, je pense, avec le pays. Et du coup, je crois que mon rapport au voyage, il s'est construit vraiment avec ces premiers voyages-là, avant que moi, je puisse commencer à voyager toute seule. J'ai fait une année en Espagne pour un Erasmus qui m'a aussi donné le goût surtout de l'apprentissage d'une langue. Ça a été encore une autre étape. Parce que voilà, en Erasmus, propulsé à Madrid, fallait bien se dépatouiller. Et j'ai finalement cherché ça de nouveau avec l'Italie, alors dans un autre cadre, puisqu'à l'époque on est parti à deux. Mais cette aventure et ce petit goût du risque aussi, tu vois, du grand plongeon se plonger dans le bain et apprendre la langue et partir de rien, ça j'adore. Ah, je comprends. Et quel type de voyageuse tu es donc? C'est celle finalement qui aime bien se créer ses petites habitudes grâce aux autres coutumes qu'elle va découvrir? J'essaie de comprendre. Tu vois, là, par exemple, je reviens ce week-end, j'ai emmené ma mère et mes deux grands-enfants à Vérone, dans le nord de l'Italie, dans le Veneto. Et j'ai fait une journée, mais plus touristique, tu meurs, tu vois, la totale, quoi. Ah On a ouais. fait que les hits, tu vois, touristiques. Mais en même temps, on était fin mars, donc il y avait beaucoup de tourisme italien, il y avait très peu de tourisme encore international. Et moi, j'ai aucun problème, tu vois, à être aussi une touriste. Enfin, tu vois, j'ai envie d'aller voir les choses les plus belles de la ville avant de commencer à chercher des secrets, des petits endroits, des petites galeries. Moi aussi, j'aime faire les musts. Mais par contre, et ça je considère que c'est fondamental, je refuse de mal manger à midi. Donc le seul truc, tu vois, que j'avais booké, c'est que j'avais réservé une trattoria. J'étais passée par une locale qui vit à Vérone pour récupérer une adresse. Et donc on a trop bien mangé, on était au bord du fleuve. Et je trouve que ça, tu vois, ça a fait ma journée aussi parce que en fait, on s'en fiche de faire. Moi, je suis pas là pour avoir une approche snob du voyage. J'ai pas envie que les gens fassent que des choses très très particulières qui sont pas accessibles à tout le monde. Je pense que l'idée, c'est toujours d'être dans le mix. Tu vas faire des hits touristiques incroyables, tu vas prendre un guide, tu vois, pour the musée qu'il faut avoir vraiment bien fait, et tu vas essayer quand même de travailler un peu ton carnet d'adresses, notamment pour les restaurants où moi je book tout à l'avance. Ouais, je comprends. Donc pas de pause sandwich le midi avec toi. Alors ça peut arriver Quand même. complètement. J'adore les pique-niques. J'adore faire du trekking, j'adore les pique-niques, tout ça. Je ne suis pas sûre que tu me vois comme les touristes à Venise manger par terre sur les marches. Ça, c'est non, parce que ça empêche les Vénitiens de passer et de monter avec leur caddie et de traverser les ponts. Mais je saurais où prendre le sandwich, ça je peux te le dire. Ah voilà, un sandwich, mais avec vue. Exactement. Mais j'aimerais bien qu'on reparle donc du contexte un peu de ton arrivée en Italie. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quelle vision tu avais de ce pays? Est-ce que tu y étais déjà allé? C'est quoi ton histoire finalement, ton rapport avec l'Italie au départ? Ouais, mais c'est marrant parce que si tu veux, moi j'ai grandi à Nice. Ouais. Nice, avant d'être français, c'était italien. Et quand tu connais un peu l'Italie, la Ligurie, en fait, le vieux Nice, tout ça, c'est imprégné d'Italie. Donc je pense que dans la rétine, j'avais les couleurs italiennes, tu vois, quelque part, qui traînaient. Bizarrement, on n'allait jamais en Italie avec mes parents à la proche frontière, tu vois, Vintimille, Sanremo, Arma di Taggia, la plage, tout ça, ça n'existait pas. Donc j'avais pas du tout, tu vois, ce quotidien qui aurait pu être un peu italien quand même et cette petite éducation. Du coup, ça s'est fait. J'ai fait des voyages en Italie, notamment Rome, où j'étais allée plusieurs fois. Mais ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment parce qu'avec mon conjoint de l'époque, en fait, lui devait faire un doctorat. Et donc, on avait choisi des villes en Europe ensemble. Et moi, je me rappelle, j'avais fortement appuyé l'Italie parce que j'adorais l'idée de me plonger dans une culture et surtout dans une langue dont vraiment je parlais pas un mot, rien, zéro, quoi. Et ça m'avait vraiment fortement tentée. Et je me rappelle être venue, d'ailleurs en mars, tu vois, ça devait être fin mars, donc ça fait Wow. vraiment 12-13 ans, être arrivée à Florence pour un week-end en gros de site inspection, comme on dit, tu vois, on va un peu aller Ben voir la ouais, tronche que ça a, quoi, exact. avec ces journées de fin d'hiver extraordinaires où le ciel est très très bleu, il fait encore froid. Il y avait beaucoup moins de touristes à Florence il y a 10-12 ans qu'aujourd'hui, donc il y avait quelque chose encore d'assez confidentiel avec la ville.
Et je me rappelle avoir été profondément marquée par les bruits que la ville faisait. Tu vois, ce week-end-là, il y avait les cloches, les gens qui parlent, comment les gens s'adressent la parole. J'avais trouvé ça sonore et mélodieux, quoi, comme l'est la langue italienne. Et donc là, parce que oui, tu avais accepté entre guillemets de partir là-bas, mais tout de suite tu dis ah ouais ok c'est bon, je fais pas une erreur, c'est là qu'il faut qu'on aille ou Bah écoute, sur le moment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la ville. ouais. Et en fait, la ville, on y est allé, je pense, parce qu'on avait déjà la réponse que c'était bon pour Florence. Donc en gros, on allait voir si ça nous plaisait ou pas. Et quand on est rentré, ça s'est enchaîné très très vite. Moi, j'ai posé ma démission la semaine d'après. Il y avait cette envie de toute manière d'ailleurs. Ok. J'avais, je pense, 26 ans, 25-26 ans à l'époque, tu vois. Donc c'était encore les années où l'aventure est plus facile à lancer que 5-10 ans après. Il y avait envie de quelque chose d'assez spontané, qui venait du cœur. Il y a eu un appel quand même, tu vois, d'une certaine manière à une autre vie. Alors je ne savais pas trop ce que ça allait être, mais il y avait quand même cet appel-là. Et donc, quand tu arrives en Italie, qu'est-ce que tu fais concrètement pour gagner ta Qu'est-ce vie, que on tu va dire? Parce trafiques que toute la journée? tu as dit quand même, je parlais pas un mot de la langue. Donc, Ouais. comment tu t'es dépatouillée là quand tu es arrivée? Alors déjà, moi, j'avais un tout petit peu préparé le terrain. Alors, je parlais pas un mot d'italien, mais on m'avait présenté des Italiennes à Paris qui connaissaient des gens, qui étaient en lien avec Florence. Donc, j'avais un microscopique... Réseau n'est pas le mot. J'avais 2 personnes et demie, mais que avant je n'avais pas dans mon téléphone et que maintenant j'avais. Donc, tu vois, j'avais fait ce tout petit terrain de préparation. J'avais un peu zappé qu'avant de commencer à chercher du boulot, il allait falloir apprendre la langue. Et du coup, quand j'ai mis un pied en Italie, c'était mon unique priorité. La seule chose qui animait mes journées, c'était apprendre la langue. Donc j'y suis allée vraiment comme un bourrin, Wow. très très sérieusement et scolairement comme je sais le faire, avec des stabilobos, des fiches et tout ça. Et j'ai vraiment multiplié un peu les techniques dans le sens où j'avais des cours de grammaire qui sont indispensables. J'avais trouvé des Italiens qui voulaient faire de la conversation en français, donc on faisait un peu d'italien, un peu de français. L'après-midi, je faisais des fiches de vocabulaire et tu vois, je lisais des choses très simples, mais j'essayais de lire en italien. Enfin, voilà. J'ai vraiment fait une full immersion dans la langue et tu vois, je suis arrivée en septembre et j'ai commencé à passer des entretiens en novembre, fin octobre, début novembre, dans un italien minablissime où j'avais appris mon script par cœur. Donc si tu sortais de mon script, on était mal. Mais j'étais capable de bidouiller un truc. Et surtout, les Italiens ont ce truc absolument génial, c'est que tu dis 2 mots et demi en italien et ils sont en transe et ils te disent bravissima. Tu vois, ils t'encouragent en fait. Ouais. Et donc, t'as pas l'impression de te prendre un gros vent et ça encourage quand même, tu vois, à tenter le coup. Ouais, je comprends. Et donc, alors, qu'est-ce que tu as commencé à faire comme travail, toi? Bah, du coup, j'ai vécu sur mes économies pas très longtemps parce que ça a duré de septembre à fin janvier. Et j'ai passé un entretien en janvier dans une boîte web qui s'appelle toujours Dada, parce qu'il faut savoir que la Toscane, c'est une micro-Silicon Valley, parce que c'est au milieu du pays, donc il y a des connexions, des data centers, enfin il y a tout un truc un peu technique important ici. Et du coup, il y a 2 sociétés importantes sur toutes les infrastructures et surtout les services web. Tu sais, quand tu veux faire un site, faire un e-commerce, tu as besoin d'un hébergeur, un nom de domaine, etc. Et donc moi, je suis rentrée dans une des boîtes qui n'était pas la plus grande, mais qui faisait partie d'un réseau européen. Ils avaient racheté plein de boîtes en Europe. Et du coup, moi, j'étais responsable de l'acquisition client pour le marché français, mais au siège en Italie. Je t'avoue que je n'ai rien compris à l'entretien. Je n'ai rien compris de ce que je devais faire. Tout ça était extrêmement opaque, mais les gens avaient l'air sympas. C'était du web, donc moi, ça me rajoutait une cartouche à ma cartouchière parce que quand j'étais à Paris, j'étais en agence de pub et donc je faisais beaucoup de offline. Je travaillais sur de la stratégie de campagne, en télé, en affichage, en print, mais j'avais pas trop la dimension web. Et donc là, tu vois, je mettais un pied dans un truc qui était sympa. On travaillait aussi beaucoup en anglais parce qu'on travaillait avec les Pays-Bas, avec l'Espagne. On était une trentaine, au moins 30 au marketing. Et j'ai démarré là-dedans. Et ça a été absolument génial parce que c'était en fait l'étape d'après pour la langue. Je faisais des meetings entiers où j'étais en mode galère totale, tu vois, à essayer de comprendre des trucs dans un langage qui est technique, puisqu'on parlait quand même de serveurs dédiés et de serveurs partagés et de hosting. C'était génial. Et surtout, ça, je me rappelle, c'était terrible. C'est que tu sais, des fois, tu es en réunion et tu sais, ton esprit divague. Ouais. Tu vois, tu commences à penser à un truc et puis ça t'emmène loin.
Sauf qu'en fait, quand tu es dans une réunion qui n'est pas dans ta langue, il n'y a rien qui te ramène rapidement à la réunion. Donc d'un coup, j'étais là, oh pardon, je me réveille, tu vois, et j'avais loupé 20 minutes. Ah voilà, là, c'était complètement fatal. Là. Oh là là. Mais j'avais des collègues italiens qui venaient de partout d'Italie, qui étaient entre 20 ans, 30 ans comme moi, et qui m'ont fait la meilleure intégration possible, quoi. Ça, je les remercierai jamais assez, c'était vraiment extraordinaire. Ah ouais, c'est ça. Donc aussi, t'es quand même bien tombée, j'ai envie de dire, dès le départ Ouais. quand même. Oui, mais je pense que je sais pas où est-ce que je serais giga mal tombée. Je pense que à part si tu tombes sur quelqu'un qui est un peu mauvaise vibe, enfin tu vois des gens qui sont moins sympas que d'autres, je pense que globalement, tu vois que dans mon deuxième boulot après, j'ai retrouvé toujours un truc vachement sympa où les gens avaient aussi envie de rigoler. Mes copines ici qui travaillent avec les Italiens, alors il y a plein de défauts, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais dans l'ambiance, moi j'ai toujours trouvé que l'accueil ici c'était quand même un truc extraordinaire et du coup ça marche aussi dans le boulot quoi. Donc toi, finalement, t'avais envie de te diriger quand même vers le web, t'avais une appétence finalement pour ça? Ben écoute, c'est un peu le destin qui a décidé pour moi, mais ça m'arrangeait grave parce que en Ouais. fait, ça me permettait d'avoir un CV qui était en fait qui avançait, tu vois, avec une histoire qui se complétait. Il s'avère que 1 an et demi après avoir bossé dans cette boîte, j'ai été débauchée par Aruba, qui est le numéro 1 sur le marché italien, donc une énorme boîte de services web qui carrément montait un service de marketing et de com et moi j'ai créé tout le service de com pour eux quoi. Et donc là donc là c'est le premier moment où j'avais des gens qui bossaient pour moi, on avait du budget, on avait des challenges. Enfin c'était vraiment encore une autre aventure et je crois que sur ce coup-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un moment pour la boîte historique, tu vois, dans son étape d'évolution. La boîte, elle était leader depuis 20 ans et là, ils décidaient de se structurer, tu vois, sur la partie marketing et donc il y avait plein de choses à faire. Ouais, t'arrivais Et encore au du bon coup, moment. là, ouais, c'est ça, c'était le bon moment. Et c'est quand j'étais dans cette boîte-là où, personnellement, l'affaire était un peu compliquée parce que je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais arrivée en Italie. J'avais décidé de rester en Italie, donc c'était un peu longue soirée d'hiver à se remettre en question. Et tu vois, c'était un moment un peu de transition personnelle que j'avais pas du tout anticipé, donc fallait digérer le truc. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, ben voilà, toute la journée, on parle de services web et tout ça, ça serait quand même bien que moi aussi je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à créer mon petit blog. Ok, mais justement, j'allais te demander ton état d'esprit parce que c'est vrai que tu commençais à chercher du travail, mais est-ce que déjà tu disais, bon, c'est pour rester pour 2 ans, 3 ans, ou est-ce que quand même dès le départ, tu avais envie de plus? Alors le doctorat, ça a toujours été 4 ans, donc on savait qu'on était là pour 4. Je pense pas que la première année, avec tous les challenges que j'avais à apprendre la langue, trouver du travail, tu vois, te faire une vie, j'étais pas en train de réfléchir, je vais rester pour toujours. Alors, pas du tout dans ce truc-là, tu vois. Ça s'est fait après, autrement, dans d'autres circonstances, mais tu vois, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, tu peux peut-être nous raconter un peu ton quotidien en Italie, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, un peu tout ça, quoi. Ben, le quotidien italien, c'est vraiment, en fait, la plus belle chose de l'Italie, c'est ce quotidien italien. Alors, tu peux évidemment faire des voyages merveilleux qui te restent dans le cœur et tu vois des paysages et tout n'est que beauté, mais je crois que c'est dans le quotidien italien, et ça je pense que je l'ai perçu dès le départ, qu'il y a quelque chose de précieux parce que tu es en contact avec les gens, il y a un art de l'échange et du soin des petits détails, ou le fait tu vois, que le barman te reconnaisse tout le temps et que tu trouves ton bar de quartier avec les gens que tu vas voir tous les jours et tu vas avoir plaisir à les saluer. C'est profondément ancré dans la culture, cet art de l'échange et de faire attention à l'autre. Et moi, ça m'a touchée tout de suite. Tout de suite, il y a eu un truc où je me suis sentie vraiment chez moi grâce à ça. Aussi parce que j'ai eu un papa qui nous a élevés en s'adressant à la boulangère comme si c'était le président de la République. Donc il y avait un truc très tu vois, de bienveillance et de respect envers les autres. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment retrouvé ici et qui m'a vraiment beaucoup touchée. Après, les choses qui sont moins faciles au quotidien, être entrepreneur ici, c'est quand même la galère. Moi, j'ai une minuscule boîte, j'ai l'impression de gérer une multinationale parce que j'ai un avocat, un notaire, un commercialista, un fiscaliste et un chef. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y Ouais, a un non. truc, voilà, c'est le délire total. Donc ça, c'est pas simple. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Voilà, bon, tu te débrouilles, quoi. Il y a plein de petites choses, tu vois, dans le rythme de travail où, voilà, moi, j'ai créé ma boîte pour pouvoir travailler comme j'en avais envie, c'est-à-dire à mon rythme un peu hardcore, parce que j'ai été un peu biberonnée à ça. Et là, au bout de 10 ans, je commence à apprendre à ralentir et à comprendre que ce que je vois autour de moi, tu vois, d'un rythme plus lent,
moins efficace, et ben en fait ça a des bienfaits. Ça a des bienfaits sur ton quotidien, sur ton rapport avec ta famille, et voilà, il y a des choses à prendre aussi là-dedans. Ouais, évidemment. Et du coup, tu es toujours restée à Florence finalement? Oui, je suis toujours restée à Florence. Il a été question à un micro-moment que ça soit moi qui rejoigne Andrea à Milan. Et puis j'aurais adoré vivre à Milan. Ça aurait été vraiment, je sais qu'on aurait eu une super vie. Andrea aussi adore. C'est une ville qui est en même temps très dynamique. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a le Salon del Mobile, il y a beaucoup de manifestations, tu vois, qui rythment le quotidien de la ville. Et en même temps, il y a cet art de vivre italien très, 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 très fort, hein, très, très chic aussi. Il y a beaucoup d'activités culturelles, il y a beaucoup de choses à faire autour de Milan. Donc j'aurais adoré aussi cette vie-là, mais j'avais eu beaucoup de changements entre mon arrivée en Italie, ma séparation, toutes ces choses-là. J'ai préféré, enfin j'étais pas capable en fait de bouger, c'était trop. Donc c'est Andrea, quand on l'a compris, Andrea a posé sa dème et il est revenu à Florence. Ah, ok. Et mais peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ton parcours en Italie, je sais pas moi, les grandes étapes, parce que tu as aussi eu des enfants donc, qui, j'imagine, sont bilingues. Comment ça s'est Oui, tout fait à fait. tout ça, ce petit cheminement? Eh ben, écoute, tout ça, ça s'est fait vraiment ensemble. Ça a été un grand bazar pendant quelques années, un peu tourbillon enchanté, mais tourbillon quand même, puisque le site, tu vois, je l'ai créé en 2013, il aura 10 ans cette année. Donc je crée le site, je suis encore employée, tu vois, dans ma boîte en CDI. Dès que j'ai créé le site, je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que j'avais envie de poster des articles toutes les semaines, j'avais envie d'être très régulière. Et puis surtout, en fait, j'ai découvert que j'adorais écrire, parce que je ne savais pas plus que ça, tu vois. Donc, c'était hyper satisfaisant, même d'un point de vue personnel, en fait, tu vois, d'essayer de raconter des histoires, même quand j'allais juste faire un tout petit city trip quelque part, tu vois, et que je ramenais 5 adresses et demie. Et donc, j'ai commencé à m'organiser au boulot pour travailler comme une dingo sur ce que je devais faire en arrivant tôt le matin. Je démarrais à 8 heures et en gros à 14 heures, en incluant ma pause déj, j'avais fini de faire tout ce que je devais faire pour ma boîte. Et de 14 à 18, en gros, je travaillais sur mes trucs à moi. Waouh, le rythme. Donc voilà. Et puis, en fait, ensuite, je suis tombée enceinte et j'ai accouché en 2015. Donc, j'ai utilisé mon premier congé maternité pour accélérer ma production de contenu. J'avais des premiers petits partenariats. Je gagnais pas 1 euro, mais c'était des partenariats de com qui étaient satisfaisants parce que ça concrétisait un Ouais. positionnement que j'avais envie d'avoir. Tu vois, j'avais ce chef étoilé du Four Seasons, Vito Molica, qui a eu la gentillesse, alors que j'avais un blog qui avait une petite année et des petits contenus, de m'écrire, voilà, tous les mois, il proposait une recette sur le site. Ah Donc, il y a eu ouais. des choses comme ça, tu vois, qui m'aidaient en fait à élever un peu le système et puis à avoir en fait même sur les réseaux sociaux toujours des choses à communiquer, à raconter pour montrer ce que je faisais. Et puis, il y a eu en même temps plein de choses qui sont venues à moi, qui n'étaient pas encore les fugues et tout ça, parce que les fugues, ça s'est sorti de moi, mais pendant longtemps, je faisais en gros ce qu'on me demandait. Parce qu'on m'envoyait des mails en me disant « Oh, j'adore ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas un petit e-commerce ?» Bon, je montais un petit e-commerce, tu vois. Ok. On me contactait « Je viens demander en mariage ma copine, est-ce que tu connais pas un lieu ?» Et puis, je finissais moi par organiser la demande en mariage, puis ensuite, j'en ai fait plein. Donc, tu vois, j'ai fait un peu d'événementiel, j'ai fait un peu d'e-shop, à la sortie de la maternité, d'écrire un guide sur Venise pour une petite maison d'édition qui s'appelait Icari. Et puis ensuite, en 2016, j'ai commencé avec Gallimard. Et puis, d'une mission, j'en avais plusieurs. Donc, c'était comme ça que des petits signes, mais qui m'occupaient bien parce que j'ai eu un enfant et j'ai eu la deuxième assez rapprochée en 2017. Et puis, il y a eu quand même un état un peu de frustration, tu vois, avec ces maternités où moi, j'avais envie de passer du temps à développer mes choses. Et puis, en fait, les enfants, évidemment, ça prend du Ouais. temps et c'est demandant dans un pays où la maternité est giga sacralisée et où la femme, tu vois, quand même un rôle particulier à tenir à la maison. Et moi, j'étais pas trop en harmonie avec tout ça. Donc, il fallait que je trouve ma place, quoi. Et je suis partie moi-même en fugue, en fait, 2 fois, parce que j'avais besoin, en fait, d'aller prendre l'air et de me retrouver un peu moi-même, tu vois, d'avoir du temps pour réfléchir, savoir ce que j'avais envie de faire de tout ça, où est-ce que j'avais envie d'aller. J'avais envie de faire quelque chose qui soit utile, mais voilà, le projet, tu vois, ça n'arrivait pas, quoi. Et il y avait, je me rappelle, une lectrice qui m'avait écrit pour me dire ah, ça serait bien que tu organises des week-ends, on irait faire du shopping. Bon, moi, j'en avais rien à faire d'organiser des week-ends pour faire du shopping, c'était pas du tout mon délire. J'avais pas du tout envie déjà d'un truc touristique, mais tu vois, elle avait eu ce format du week-end en tête pour moi.
Et puis, les fugues italiennes, c'est arrivé parce qu'en fait, quand j'ai parlé de mes propres fugues sur mon site, beaucoup de femmes m'ont écrit en me disant en fait, qu'elles se reconnaissaient dans ce besoin-là, le besoin de quitter ce qui fait le quotidien pour mieux y retourner, d'avoir la paix pendant 3 jours, que les gens se débrouillent sans toi, de t'occuper de toi, d'écouter tes besoins, d'écouter ton rythme. Et ça m'a mis ensuite, tu vois, la puce à l'oreille pour développer un projet qui réponde à ça, à ce besoin-là. Ok. Et toi, t'étais partie où du coup en fugue? Et moi, j'étais partie en fugue, ouais. 2 fois à Venise, en 2015, peu de temps après la naissance de Léoné, mon premier enfant, et en 2018, re-Venise, et là, ma fille avait 1 an. Ok. C'est devenu ta petite routine après avoir eu Ouais, c'est un ça. enfant. Et puis, tu sais, Florence, au final, je suis arrivée ici grâce à quelqu'un. Tu vois, c'est Oui, le c'est vrai. destin et quelqu'un qui a fait que voilà. Venise, c'est un peu ma ville à moi toute seule, quoi. Tu vois, Ah, je c'est pas comprends. un truc, tu vois, c'est pas un truc que je partage avec quelqu'un d'autre. C'est pour moi. Et qu'est-ce que t'as fait du coup à Venise la première fois là Bah, à Venise, en fait, j'ai fait que des choses qui, pendant 3 jours, m'enchantaient. La première fois, c'était particulier parce que j'y suis allée aussi pour. On m'avait fait la commande du guide de voyage, donc j'avais besoin, tu vois, de me mettre les lieux, l'ambiance, les couleurs, quelque chose en tête que j'avais pas. Donc j'avais quand même ça en arrière-fond, mais l'idée, c'était de prendre la couleur de la ville et de comprendre quelque chose, tu vois. Donc, et quand j'y suis retournée, j'ai vraiment fait par contre que des choses qui m'enchantaient. Donc, je m'étais listé des musées que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'y allais à l'ouverture, il n'y avait personne. Je mangeais quand j'avais envie de manger et pas quand on me l'imposait à 13 h. Donc, à 11 h, si j'avais faim, je buvais, tu vois, avec un petit verre de blanc, je mangeais un petit truc. Bref, j'étais dans l'écoute totale. L'idée de s'arrêter et puis passer 1 heure chez un artisan alors que je n'avais pas prévu. Contempler quelque chose pendant une demi-heure parce que j'étais en, tu vois, en transe devant un paysage. Il y avait ce truc d'être complètement plongé dans la beauté, les yeux très grands ouverts, regarder, discuter avec les gens, d'être en contact, de me laisser inspirer par les parcours. Et en fait, toutes ces choses-là qui, moi, m'ont touchée, c'est ce que j'ai appelé ma boîte à outils de fugueuse et que j'ai utilisé après pour créer les fugues italiennes. Donc ouais, tu es ta première cliente finalement. Ça, c'est vraiment Exactement. cool. Et peut-être que tu peux nous raconter un peu ce que c'est d'élever des enfants en Italie. Parce que est-ce que ça ressemble plutôt à la France ou pas vraiment? Alors, éduquer des enfants en Italie, écoute, moi j'ai beaucoup de chance. Déjà, les miens sont bilingues. Ça, c'est grâce au fait où, bon, moi je leur ai toujours parlé en français, mon mari en italien, et puis ils sont dans un quotidien qui est italien. La crèche, leur grand-mère ici, le quotidien. Donc, il y a un truc où l'italien, c'est pas trop un problème. On a fait le choix de les mettre à l'école française parce que moi je veux qu'ils écrivent français très bien et que je considère que c'est une langue qui est vraiment compliquée à apprendre plus tard et que là, ils ont un cerveau, petit cerveau qui est tellement malléable et ils prennent tellement d'infos, et je le vois même en anglais, tu vois, il y a déjà plein de choses qui sont rentrées, que voilà, on a fait le choix de l'école française. Et après, écoute, c'est quand même un pays où l'enfant est complètement roi. Ok, L'enfant, donc c'est ici, pas les une enfants, c'est légende. vraiment... pas du tout, c'est vraiment... Bah déjà, quand tu es enceinte, tu es vraiment une créature sacrée, tu es la priorité partout où tu es, tu vois. Tu Waouh. es chez le boucher, on te fait sauter 3 places pour que tu prennes ton truc plus vite. Tu es dans le bus, même les petites dames âgées vont se lever pour que tu t'assoies. Enfin, tu as un truc où vraiment Ah t'es ouais. la top priorité, c'est toi, quoi. Et ça, je sais que mes copines françaises, à Paris notamment, la grossesse, c'était beaucoup plus hardcore, tu vois, dans le cadre du quotidien. Et les enfants ici, je trouve que c'est un pays merveilleux pour voyager avec des enfants parce que tu es quand même, tu vois, globalement super bien accueilli. On va toujours, la cuisine au restaurant fera toujours un plat plus simple si tu en as besoin. C'est quand même très rare qu'il n'y ait pas de chaise haute au restaurant, alors que là en France, mais moi j'ai halluciné quand je suis rentrée à la Toussaint. J'ai une petite qui avait 1 an et quelques à l'époque. Enfin, sans chaise haute, tu fais pas quoi. Il y a une chaise haute pour tout le restaurant. Enfin, t'es là, mais les mecs, quoi. 3 chaises hautes chez Ikea empilées, c'est pas compliqué, quoi. Et voilà, donc il y a quand même l'envie que ça se passe bien avec les enfants, de les bichonner. Et en même temps, tu vois, on est des pays très voisins, mais c'est très différent. Enfin, moi, je couche mes enfants à 8h00 et ça moufte pas. J'ai plein de copines italiennes qui me disent, mais comment tu fais on n'y arrive pas. Mais c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas envie qu'ils aillent se coucher tôt. Elles ont juste envie de faire des câlins encore pendant 1 h 30. Donc, c'est pas grave, en fait. Tu vois, chaque culture a sa façon de faire. Et voilà, moi, j'essaie de faire comme j'ai envie, ça c'est sûr, mais de respecter la culture qui m'accueille, quoi. C'est ça, et en même temps de reprendre un peu les bons côtés, entre guillemets, de ce qu'on peut avoir dans l'éducation à la française aussi.
Bah évidemment, Ouais, c'est ça, évidemment. Ah oui, non, non, c'est sûr. Oui, il y a un petit truc d'autorité dans l'éducation à la quand même, française qui dénote un peu ici, quoi. c'est ça. Et du coup, là, tes enfants, ils ont quel âge maintenant? Alors mon plus grand, il a 7 ans, il aura bientôt 8, Léoné. Bianca vient d'avoir 6 ans et Solé a 1 an et demi, il aura 2 ans, mais aussi. Et alors, comment tu leur transmets, toi, ta culture? Parce que bon, j'imagine qu'ils baignent toute la journée dans la culture italienne. Même s'ils vont à l'école, comment est-ce que toi, je sais pas, tu leur fais découvrir un peu, peut-être des musiques, des films français? Enfin, comment tu fais un petit peu pour quand même qu'ils aient ce côté-là en plus de juste la langue? Alors déjà, l'école française, ça va être le programme français. Donc, Ah en oui. fait, ça va être l'inverse, dans le sens que, en fait, ils vont faire l'histoire géo, tu vois, ça sera le programme français. Ah oui. Donc, on va leur prendre un renforcement de culture italienne dans l'école française. Tu Ah, vois, tu peux d'accord, c'est faire dans cette ce option-là. sens-là. Donc, c'est, tu vois, c'est dans ce sens-là que ça va se faire. Et puis après, moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce qu'on rentre souvent en France. Mes parents sont à Nice, ma sœur est à Nice, j'ai des neveux. Donc en fait, ces rendez-vous-là, ils ont été précieux aussi pour faire un lien, tu vois, avec la France. Donc mes enfants, ils connaissent Nice, Villefranche, tu vois, à la côte. Ils ont des souvenirs en Normandie où voilà, on a de la famille et où on a fait plusieurs réunions de famille. Ils sont déjà allés à Paris. Je pense qu'ils se sentent, ils ont plaisir aussi à se sentir français. Ah, intéressant. Parce qu'ils sont quand même petits, alors je me dis parfois, tu te rendent pas forcément bien compte, quoi. Genre que c'est vraiment Bah, deux je crois cultures. qu'ils ont Ouais. autant à l'intérieur, autant l'un que l'autre, tu vois, Mhm. c'est assez naturel et on n'a pas encore, je suis un peu un boulet administratif, donc j'ai pas fait les papiers français des Non. filles, mais j'ai fait ceux de Léoné et Léoné donc est très fier, tu vois, d'être français, d'avoir sa carte Ah, d'identité, tout ça, génial. donc il faut absolument que je le fasse pour les filles parce que ça va être le drame. Ah, c'est cool. Donc, toi, tu arrives à quand même donner ce côté un peu plaisir. Oui, alors oui, parce que nous, on n'a jamais, ils ont jamais connu autre chose. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu deux langues à la maison. Mon mari a fait l'effort d'apprendre très bien le français quand on s'est mis ensemble. Donc en fait, à la maison, il n'y a pas une langue. De temps en temps, il y a une langue qui domine, mais on fait Hmm. toujours attention. Il n'y a pas une culture qui est plus importante qu'une autre, tu vois, dans la famille, quoi. Donc et puis on a envie, s'ils ont envie d'aller étudier, tu vois, même en France plus tard, on veut que ça puisse être une possibilité, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. Et comment c'est alors, ouais, dans un couple mixte, comment ça se passe? Même déjà, on peut peut-être partir au départ, les dates avec un Italien. Comment c'est? Les différences France-Italie, les trucs un peu étranges, un peu marrants, les trucs plus romantiques. Bah écoute, dans un couple franco-italien, ce que je peux te dire, c'est que moi je trouve qu'il y a quelque chose de très... tu vois, on a ce cliché un peu macho de l'italien, Ouais, tout ça. complètement. Mm. Moi je trouve que c'est quand même très galant, plus galant qu'en France. Mm. Tu vois, il y a un truc un peu gentleman qui s'est un peu perdu en France. Il y a ce respect-là et on fait attention. Donc ça, ce côté gentleman, je trouve qu'il est très fort. Bah, c'est quand même rare qu'un Italien te laisse payer, par exemple. Ça, c'est un truc, mais la division d'addition, tu vois, comme on peut la trouver, ça, j'en ai pas vu beaucoup ici. Ça n'existe pas trop. Il y a ce truc-là encore un peu à l'ancienne, Ouais, voilà, qui traîne. Un côté jaloux protecteur, ça, c'est ça oui. clair. Ouais. Ça, c'est clair. Un rapport avec leur propre mère très particulier, dans un sens comme dans un autre. Donc moi, je suis plutôt bien tombée parce que j'ai une belle-mère qui a jamais, on va dire, mis les pieds là où elle devait pas mettre les pieds. Enfin, tu vois, elle a toujours gardé sa place. Et Ah donc ouais, ça, j'ai donc ça beaucoup de c'est chance. pas Mais j'ai des un... copines qui me racontent des trucs, mais des Françaises qui sont Oh avec des merde. Italiens, où la mère a vraiment un rôle central dans le couple, quoi. Tu vois, c'est très compliqué, Oh mon quoi. Dieu. Donc Ah oui, ça doit être chaud, ça ouais. c'est un peu ouais, ça c'est un peu chaud. Donc tu vois, il y a un truc comme ça et après c'est rigolo, c'est que donc mon mari m'a toujours dit que les Italiennes étaient giga relous. Alors moi j'ai pas d'opinion, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Ah lui. ouais. Et tu vois que l'italienne était un peu voilà, un peu dur. Et c'est rigolo, c'est que lui et tous ses copains, ils ont tous épousé des étrangères. Il n'y en a pas un qui a épousé une italienne quoi, pratiquement. C'est pas vrai. Donc tout le monde voilà, ça C'est c'est trop drôle. rigolo. Une espagnole, une colombienne, une française, tu vois, il y a plein de voilà. Et puis, moi, j'ai vu plusieurs fois, tu vois, des couples où il y a un moment, il y a des frictions, quand c'est des couples qui sont
lui est italien et elle est d'une autre, voilà, c'est que il y a quand même beaucoup de pays où les femmes, notamment la France, on est quand même indépendante, on est quand Oui. même forte de caractère, on a envie d'avoir notre indépendance financière, de tracer notre route, de tout ça. Et j'ai vu, tu vois, des situations où ça bloque encore un peu parce que Quand même. c'est encore un peu old school sur certaines choses, quoi. Tu vois, cette idée de... c'est comme par hasard, tu vois, il y a très peu d'aide pour les mères de famille. C'est-à-dire que soit tu as de l'argent et tu peux te permettre une crèche privée, parce qu'il y a très très peu de crèches publiques, mais si tu n'as pas les grands-parents qui t'aident, la femme, elle ne travaille pas, parce qu'il n'y a pas d'autres options à disposition, tu vois, pour s'occuper des enfants. Et donc, tu vois, il y a encore une place Ah de la ouais. femme qui est vachement liée voilà, à faire grandir la famille, à s'occuper du foyer, voilà. Ah Donc oui, tout ça se modernise, hein, évidemment, évidemment. hein, on n'est pas dans le cliché non plus, mais tu vois, c'est Tu des sens choses que qu'il y a moi je vois dans mon quotidien. un petit retard, entre guillemets, je dis, par rapport à la France, sur ça, sur cette vision-là. Je ne sais pas si c'est un retard parce que je pense que c'est très culturel, c'est la Ouais. place de la femme, des enfants. Tu vois, le fait que les enfants soient complètement un bien sacré, du coup, on leur donne une attention aussi, peut-être qui est différente. Donc, tu vois, tout ça est aussi lié à la culture, mais en tout cas, c'est un petit peu différent, je trouve. Bon, du coup, tu vois plus de positif finalement que de petits côtés négatifs d'être avec un Italien. Ah oui, globalement, mais parce que c'est cet Italien-là. J'ai eu de la chance. Parce que toi, tu en rencontres, enfin, je veux dire, tu côtoies, je pense, des Françaises, comme tu disais, mais peut-être aussi des Italiens. C'est quoi leur caractère un peu, leur comportement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois qui peuvent te choquer ou Qui me choque, non. Moi, j'adore leur sens de l'humour. Ah Je trouve qu'ils oui, ont un sens de l'humour qui est différent du sens de l'humour français. Ils ont ce truc, les Italiens, où ils savent pas se prendre au sérieux au bon moment. Et du coup, il y a une forme de décalé. Tu vois, il y a un humour un peu décalé. Ça me fait très, 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 très rire, quoi. Donc, tu vois, ça me vient en tête. Je trouve quand même que, après, bon, c'est Florence, mais je trouve qu'il y a un chic aussi, tu vois, dans la façon de s'habiller. C'est moins mode chez les hommes, il n'y a pas ce truc mode, c'est plus classique, mais il y a un truc un peu intemporel, élégant, qui pourrait faire un chouille vieillot parfois, mais qui a quand même du bon, tu vois, sur le côté masculin, un peu classe, un peu, voilà, un peu rassurant. Moi, j'aime bien. ouais, c'est clair. Et est-ce que tu voulais ajouter autre chose un peu sur ton quotidien en Italie? Écoute, sur mon quotidien en Italie, je sais pas, mais c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé depuis l'année dernière, toute cette dimension en fait du slow life et de la vie Ouais. au ralenti, tu vois, qui est vraiment pour moi une forme de sagesse italienne qu'on a eu plaisir avec ma collaboratrice Émilie tu vois, à promouvoir via des interviews, via voilà, des réflexions sur notre quotidien. Et moi, j'aime bien encourager les gens, tu vois, parce que les gens viennent beaucoup sur notre site pour regarder les adresses pour voyager. Et je trouve que ramener aussi de cette lenteur-là dans le voyage, en fait, c'est important parce que ça permet, je pense, de capter quelque chose du lieu qui t'accueille qui est différent. C'est l'idée de nouer des liens, tu vois, de rester plus longtemps sur place et de nouer des liens, je sais pas moi, avec la propriétaire du B&B qui en fait va t'accueillir et puis te donner des conseils. C'est créer des rituels comme on a en Italie, tu vois, mais en étant, plutôt que de faire des sauts de puce partout, d'essayer de ritualiser, en fait de calmer un peu le jeu, quoi, et d'être dans une approche plus douce du voyage et plus proche des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais alors, comment est-ce que tu choisis les destinations de ces fugues, par exemple, et combien t'en fais par an aussi? C'est un peu Alors, les exclusif? fugues italiennes, ouais, on en fait, ça dépend des années parce que j'ai été enceinte, il y a eu le Covid, on a fait une année, on a rattrapé, on en a fait 9 dans l'année, on a cru qu'on allait mourir parce que Waouh! c'était énorme. Cette année, on a prévu d'en faire 6, Ah, quand ce qui même. est pas mal, mais qui nous laisse quand même du temps. Enfin, c'est là, on verra à la fin de l'année, mais ça nous paraît être un bon chiffre. Et les destinations des fugues, en fait, pour moi, il faut toujours que ça en fait, qu'on ait quelque chose de fort à raconter, que ça soit une histoire. Donc, il faut que ça parte d'un lieu qu'on connaît, d'une personne qui nous a profondément touchés dans un lieu qu'on a trouvé sublime. Et on est capable de construire une fugue entière autour d'une personne qu'on a rencontrée. Et en fait, on veut qu'elle fasse partie d'une aventure de fugue. Et on va venir créer 3 jours autour de cette personne, cette activité, ce workshop. Et toutes les fugues, c'est des voyages de 3 jours du coup qui sont plutôt introspectifs et pas touristiques dans des destinations qui peuvent être... alors il y a pas mal de choses en Toscane parce que moi j'aime bien aussi valoriser en local, tu vois, les gens qu'on connaît
plutôt que d'aller inventer une fugue sexy au lac de Côme où les mecs, ils n'ont pas besoin de nous pour faire de l'argent, tu vois. Je comprends. Je préfère aller voir des artisans ici qu'on adore, aller faire découvrir une petite zone que les gens n'ont pas à découvrir tout seuls. Voilà, ça m'amuse beaucoup plus. Quand tu parles donc des personnes que tu rencontres, qui t'ont marqué, comment est-ce que tu vas les trouver? Est-ce que c'est parce que tu t'organises des week-ends, des vacances à certains endroits, et puis du coup tu fais un peu tes petites recherches? Comment est-ce que ça se passe? Alors écoute, ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être des gens qui sont dans mon quotidien italien ou dans le quotidien en fait de mon site. Parce qu'en fait, avant d'avoir le projet des fugues, le site, il a existé pendant 6 ans. Donc en fait, pendant Quand même. 6 ans, j'alimentais le site avec des rencontres, des interviews, des restaurants, des carnets d'adresses. Et je faisais déjà une sélection qui était uniquement, en gros, une sélection qui parlait à mon petit cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand il a fallu aller inventer des fugues et trouver des adresses, d'abord on s'est plongé dans ce qu'on adore, tu vois, et ce qu'on connaît et ce qui nous a touchés. Donc on avait déjà beaucoup de choses qui venaient de ça. Et puis après, là par exemple, tu vois, j'ai l'exemple d'une nouvelle fugue à Florence qu'on va lancer pour la fin d'année qui s'appelle La creatività e libertà, donc la créativité et liberté, où là on a eu envie de en fait changer par rapport aux ateliers qu'on fait d'habitude, enfin voilà, de faire un peu table rase et d'aller chercher autre chose. Et là, on est reparti dans, en gros, un peu la liste de nos envies, tu vois, autour de gens qu'on n'avait jamais rencontrés, mais qu'on avait envie de rencontrer, de portes qu'on avait envie de pousser, et voilà, on n'avait pas réussi jusqu'à présent. On travaille aussi très en avance, parce que au minimum, on est sur 6-8 mois. Avant, on était à 1 an, mais là, avec le Covid, on a pu réduire. Donc, tu vois, ça se fait vraiment comme ça, quoi. Il y a des choses qui viennent à nous, parce que maintenant, voilà, en Toscane, ça fait... le site, il existe depuis 10 ans, donc il y a des gens qui nous envoient des mails pour présenter ce qu'ils font, mais il y a quand même C'est surtout génial. beaucoup de nous qui Ouais. contactent, bouche à oreille. Tu vois, là, on fait une fugue à Pietrasanta qui est en Versilia, donc c'est un petit bout de côte toscane que tout le monde ne connaît pas. Et pour le samedi après-midi, on voulait absolument trouver un nouvel atelier. Et du coup, c'est une amie au déjeuner sur la plage l'été dernier qui m'a parlé d'un mec que je connaissais pas. Et donc, on est allé le voir avec Émilie et ça s'est fait comme ça. Ouais, donc c'est aussi vraiment pour toi des occasions de rencontre, quoi, et de Complètement. partage, ouais. Ça te fait du bien à toi de les préparer, et puis ça fait du bien aux personnes aussi qui vont aller faire ces fugues. Bah oui, et j'ai envie de dire, il faut que nous, on ait encore cet enthousiasme. Et tu vois, si je suis pas en transe de proposer le programme que je propose, vu comme il faut le défendre. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de retraits. Il y a plein de trucs sur le marché du week-end. Donc nous, il faut qu'on y croit à mort, qu'on ait très envie de le défendre et qu'on ait un projet fort à proposer, quoi. Et moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y a une différence entre slow travel et Dolce Vita? Bah, si tu veux, je pense, Dolce Vita, c'est littéralement la vie douce. Donc je Ouais. crois que ça la ramène plus au quotidien qu'au voyage. Ah, intéressant. L'idée de la Dolce Vita, c'est un mode de vie, c'est une sagesse de vie qui peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Je veux dire, la Dolce Vita, elle se passe autant à table qu'en vacances, que dans ton contact avec les gens, que dans le fait d'aller prendre le temps d'aller faire le marché. Mais ça, je pense que pour les Italiens, c'est quand même très lié au quotidien. Le slow travel, c'est vraiment cette idée de se concentrer sur un projet de voyage qui te ramène à t'ancrer plus dans un lieu, pas faire des sauts de puce partout, mais tu vois, pas prendre 3 avions, mais rester plus longtemps quelque part, essayer d'aller rencontrer les petits producteurs, les artisans, comprendre l'histoire, voilà. Rentrer plus riche, tu vois, de cette rencontre-là, quoi. Et toi, du coup, pour tes vacances, est-ce que tu arrives à faire ça? Écoute, j'essaye. Là, j'ai un nouveau truc. C'est que l'été, notamment au mois d'août, là, j'ai besoin de partir hors Italie. Ah, Parce que si je suis en Italie, je travaille. En fait, je peux pas. Moi, si je pars 10 jours dans les Pouilles, évidemment que je vais noter tout ce tu que vas je tout... fais, C'est filmer ça, tout mais ce que oui. je vois. Oui. C'est pas possible, en fait. C'est trop me demander, quoi. Donc là, je pars au Portugal. Ah ouais, génial. Ah, c'est super, une belle destination aussi, ouais. Ouais. Mais par contre, au mois de juillet, je vais à Forte dei Marmi, donc qui est à côté de Pietrasanta, avec mes enfants. Et c'est marrant mon histoire avec Forte dei Marmi parce que, en gros, j'ai été un peu propulsée là-bas quand j'ai eu mes enfants parce que toutes les mamans de Toscane qui ont un peu les moyens sont envoyées à la mer, tu vois, l'été, et les maris les rejoignent les week-ends Ah parce qu'ils ouais, bossent en juillet, puis ok. prennent des semaines de vacances en août. Tu vois, le truc un peu parking à maman, quoi. Ah Et donc ouais. moi j'ai absolument détesté ça pendant des années, mais genre ça me mettait en transe parce que j'avais envie de bosser,
Je voyais pas pourquoi au mois de juillet, on m'imposait de prendre, tu vois, un mois de vacances, ça m'exaspérait, quoi. Donc voilà, mais maintenant, en fait, j'en suis un peu revenue parce que là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'avoir des moments de calme ou pas de calme, mais avec mes enfants en tout cas et d'être dans un autre contexte. Donc là, j'y retourne avec grand plaisir. Et mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que oui, le travail, du coup, quand tu es une femme, est-ce que c'est plus compliqué, tu trouves, toi? Je parle vraiment quand tu es en entreprise, parce que là, bon, tu es à ton compte, mais même au niveau des congés, tu Ouais, dis, on envoie les femmes pendant un mois en juillet, mais mais parce qu'elles comment ça se travaillent passe pas, pour les... ça Ah c'est pas voilà, c'est compliqué. ça, ouais, ok, Ah bah oui, non, non, bah ça c'est les mamans qui travaillent pas, bien sûr. Mais après, tu as des congés maternité qui sont un tout petit peu plus longs en Italie, ok, tu as des ouais. congés parentaux quand tu veux allaiter, voilà, c'est... Ah, quand même. Enfin, moi, je me rappelle que, en tout cas, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte au bureau, ça avait été annoncé, enfin, ça avait été pris comme une nouvelle divine. Enfin, tu vois, il y avait un Ah oui, c'est truc où pas tout le comme monde en était en France transe que je où sois t'as enceinte. peur d'aller le dire, quoi. Voilà, exactement, exactement. C'est beaucoup plus joyeux, quoi. Ouais, bah c'est bien, c'est mieux. Et bah, on en a quand même parlé un petit peu pendant notre échange, mais déjà, bah, merci pour cet échange, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Eh ben, merci à toi pour ton temps. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que ça t'a apporté, toi, sur le plan personnel, professionnel, l'Italie, même si, voilà, on voit, mais j'ai l'impression que ça a quand même réveillé pas mal de choses en toi, aussi apprendre vraiment à te connaître, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux. L'arrivée en Italie, ça a été un peu le point de départ, si tu veux, d'une forme d'introspection qui n'existait pas trop dans mon quotidien avant. C'est aussi lié à ma séparation qui n'était pas prévue, tu vois, et qui m'a obligée un peu à me poser des questions. Et après, l'évolution du site, des services que je propose, de ce que j'avais envie de faire, hein, tout ça a été toujours très très lié à comment moi je sentais les choses, ce que j'avais envie d'offrir, ce qui était juste et ce qui n'était pas. Donc c'est en permanence un travail de réajustement entre guillemets, parce que dès que je sens que je fais quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire ou qui est pas juste par rapport à ce que je veux proposer, j'essaie vraiment de toujours, tu vois, recadrer le truc. C'est très important de Ouais. rester proche de mon instinct, ma créativité, tu vois, ce qui a fait bouillonner un peu la machine. Et qui, je pense, est ce qui fonctionne. Donc, mais ça, c'est pas évident parce que bah, tu te perds, tu fais des choses que les autres ont envie que tu fasses et pas ce que tu veux faire toi, enfin comme tout le monde, quoi, tu vois. Et puis, voilà, tu essaies de réajuster un peu le tir. Et après, je pense que, bah, personnellement, l'Italie, c'est un grand cadeau. C'est un cadeau géantissime parce que ça permet d'avoir une toute autre vie, un tout autre quotidien, d'élever les enfants dans un tout autre cadre. Enfin, c'est merveilleux, quoi. C'est une super surprise d'avoir eu ça sur ma route à un moment. Ah, c'est une belle déclaration à l'Italie. Bah, j'aimerais beaucoup qu'on conclue cet épisode et que tu encourages des personnes à se lancer un peu dans le slow travel parce qu'on est tellement, c'est vrai, quand on part quelque part, à faire des must-see et des to-do list. J'aimerais beaucoup que tu les encourages à essayer le slow travel et peut-être avec quelques petits conseils pour débuter. Ben, je crois qu'il y a un conseil, tu vois, majeur qui, je pense, parlera à tout le monde, c'est qu'en fait, si tu es dans enfin, c'est bien d'être préparé au voyage. Il y en a, il faut respecter, tu vois, son propre caractère. Il y en a qui sont très cool, il y en a d'autres qui ont besoin de se projeter, d'hyper organiser. Ça, évidemment, chacun respecte sa nature. Mais je crois que ce qui est intéressant dans le voyage, c'est la surprise. Et la surprise, comme toutes les belles choses de la vie, elle arrive un peu quand le terrain le permet. Le terreau est un bon terreau à surprise, quoi, tu vois. Et je crois que si tu es dans un programme millimétré avec 4 villes en 6 jours, la propension à avoir des surprises, elle est quand même assez faible. Alors que, tu vois, se balader avec une attitude un peu plus ouverte sur ce qui nous entoure, que ce soit un musée qu'on n'avait pas prévu de voir, que ce soit le cousin d'un contact du bourreau qui nous invite à prendre l'apéro, et ben en fait, ça va amener de la surprise. Je trouve qu'il y a de tellement beaux souvenirs qui naissent des surprises. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est un ingrédient fondamental de la fugue, la surprise. Les femmes, elles n'en savent pas beaucoup parce que je trouve que la surprise associée au voyage, ça crée une émotion qui est très très forte. Et c'est ça qu'on a envie de vivre dans les voyages, quoi. C'est de vivre des émotions, de rentrer le cœur un peu plus gros, un peu plus riche, tu vois, de ce qu'on a vécu. Et allons chercher des surprises. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Adèle. À très bientôt. Bye. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous.
Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.